J'avais déjà inscrit dans mon esprit que j'y allais pour marquer l'histoire. Ce membre de la diaspora a choisi de s'installer dans le royaume en 2017 pour développer le premier vélo 100% marocain. Aujourd'hui, je suis content quand même quand on associe mon nom à une innovation dans le pays et dans le continent, donc c'est toujours flatteur. On pouvait aller de l'hôtel 5 étoiles aux entreprises de nettoyage urbain. Lors de l'inauguration de l'unité de fabrication, on parle de personnalités comme le ministre de l'Environnement à l'époque. Il m'avait fait l'honneur de sa présence. On avait eu des athlètes très connus. Vous avez pu exporter aussi à l'international? Quand on exportait en Afrique, on avait aussi quelques exportations au Royaume-Uni, en France. Moi, je dis toujours, en Afrique, c'est le seul continent où il y a des opportunités sous la terre et sur la terre. Donc, on faisait entrer dans nos ateliers de fabrication des barres qui faisaient 6 mètres de long. Et à la sortie, on avait des vélos. Et maintenant, on va en venir à ton deuxième projet. L'idée, c'est vraiment de révolutionner notre approche de l'administration, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on parle d'administration, de formulaires, de fiches de renseignement, ça fout le cafard à tout le monde. Et l'idée, c'est de dire stop, on a une solution. J'étudie très sérieusement la possibilité d'intégrer la Silicon Valley, San Francisco en l'occurrence, parce qu'on va aussi déployer le marché américain en décembre. J'ai reçu en fait une proposition de valorisation sur l'entreprise en Silicon Valley par ce qu'on appelle les VCs, donc c'est le Venture Capital, on dépasse le million d'euros. J'ai eu la chance de pouvoir être entouré aussi de personnes qui travaillent au sein même de la Silicon Valley dans des gigatechs, ce qu'on appelle les gigatechs. Et ça va vite là-bas aux Ça va États-Unis. très très vite. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi d'être invité à un événement qui avait été organisé par le ministère de l'Investissement marocain dans la Silicon Valley, à Palo Alto. Donc Palo Alto, c'est le cœur même de la Silicon Valley. Ouais. Et j'ai eu l'honneur d'être invité à cet événement. J'ai pu rencontrer le ministre de l'Investissement marocain, avec qui j'ai échangé sur ces sujets. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce podcast. Comme vous le savez déjà, ici, on est là pour de l'impact. Nous accueillons quotidiennement des personnes aux parcours inspirants qui sont là pour partager avec vous leurs succès, mais aussi leurs échecs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'un sacré entrepreneur, Brahim Belghiti. Il a entrepris en Afrique, il a été leader dans son activité, il a entrepris en Europe et aujourd'hui, il tente de rejoindre les plus gros noms de la Silicon Valley. Brahim, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup Rachid pour cette invitation. Merci de m'offrir cette possibilité d'exprimer un petit peu mes différentes expériences et de pouvoir les partager avec toi dans ton podcast. Bonjour Brahim. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, donc Brahim Belghiti, 36 ans. Je suis originaire d'Écodin. Donc Écodin, c'est un village, un grand village, on va dire, dans la région du Valenciennois, donc pas très loin de Valenciennes. Dans le nord. C'est ça, tout à fait. Donc dans les cités minières, clairement. Et puis voilà, donc ça c'est un petit peu Ok. mon origine. Donc Brahim, on va retracer ton parcours. Du coup, on va retourner à la source à partir de ta jeunesse. De quelle formation es-tu issu? Alors moi je suis issu de d'une formation génie mécanique en fait. On est plus orienté dessin, ingénierie, clairement. Donc, après l'obtention de mon bac, je me suis orienté vers des études supérieures dans le domaine du commerce, donc technico-commercial, donc euh, commerce technique, pardon, technico-commercial. Ouais. Du coup, après effectivement 2 ans passés dans le domaine du commerce, clairement, j'ai eu une période de transition qui a duré à peu près 3-4 ans. Ah ouais, tu as fait quoi pendant cette période? Alors, sur ces 3-4 ans, j'ai pris du recul sur la vie, sur ce que j'ai pu accumuler comme expérience, on va dire sur le parcours scolaire essentiellement, de façon à pouvoir me recentrer sur les valeurs qui étaient les miennes, qui étaient celles aussi de mes origines d'une certaine manière, à travers effectivement ce que mes parents m'avaient transmis, à savoir le travail. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir occuper différents postes manuels au début. Donc, j'ai pu travailler
3 ans à peu près, sur ce qu'on appelle des jobs alimentaires, clairement. Hein. Je travaillais dans le secteur. Et McDonald's, KFC. C'est ça, dans le même style. Donc, ça avait commencé effectivement avec le BAFA à l'époque. Donc, Tu t'occupais des plus jeunes. Tout à fait, exactement. Et ça, c'était une petite expérience que j'avais débuté à l'âge de 16-17 ans, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas travailler autrement que à travers effectivement cette voie. Ouais. Et puis, j'ai poursuivi, j'ai effectivement parcouru un peu partout, enfin toute la France dans le secteur de l'industrie essentiellement, toujours dans des métiers manuels. Donc, à l'époque, on appelait ça un monteur mécanicien. On travaillait sur les chantiers en Belgique, dans le Benelux, en France, dans différents secteurs d'activité, agroalimentaire. Voilà, donc c'était assez varié. Et 3-4 ans plus tard, j'ai réalisé que j'avais un besoin. J'étais assoiffé, entre guillemets, d'études. Donc, j'ai repris les études. Dans quelle formation cette fois-ci? Ingénierie en bureau d'études. C'est-à-dire qu'il avait fait effectivement mes 2 ans dans le commerce technico-commercial. C'était pas spécialement quelque chose qui m'animait. En fait, j'ai fait quasiment 2 ans dans cette voie de commerce, mais j'arrivais pas à m'identifier, à me positionner. Et c'est pour ça que je me suis dit que 3-4 ans plus tard, il était peut-être temps pour moi de reprendre des études, mais sur quelque chose qui m'animait réellement. Et en l'occurrence, l'ingénierie. J'ai toujours été quelque part intéressé et j'ai toujours été curieux dans le domaine de l'architecture industrielle. Tu as un peu touche à tout et t'aimes bien ce qui est manuel. Tout à fait. Et en fait, j'ai fait la transition du manuel, c'est-à-dire de l'industrie classique, petite main, à des métiers de l'ingénierie, au métier de l'ingénierie clairement. Donc, j'avais fait 2 ans. À l'époque, c'était un contrat d'alternance, de professionnalisation. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une entité du groupe NJ, à l'époque. J'avais travaillé 2 ans, ça s'est très très bien passé. J'ai énormément appris. Clairement. Et à l'issue de ces 2 ans, j'ai pu intégrer effectivement le domaine du consulting, dans le domaine de l'industrie toujours. Du coup, dès que tu as fini ton alternance, tu as directement voulu proposer tes prestations en auto-entrepreneur, en indépendant? Pas tout de suite en auto-entrepreneur. Donc au début, c'était dans un statut de salariat, dans des boîtes d'ingénierie, qu'on appelle des boîtes de conseil communément. Et en fait, après 3 ou 4 ans, c'est seulement à partir de 2014 que je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant effectivement d'envisager le freelance pour leur proposer des services et du coup avoir la possibilité de travailler sur des sujets qui sont beaucoup plus étoffés, entre guillemets, d'un point de vue technique. Donc là, ça t'a fait un bac plus combien? 2. Bac plus 2. En fait, j'ai 2 bac plus 2. Ok, 2 bac plus 2. Okay. Et mais dans 2 domaines différents. Tout à fait. Je comprends. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je dis que le commerce ne m'intéressait pas, mais quelque part dans tout projet entrepreneurial, il y a une fibre commerciale à avoir. On doit être convaincant à l'égard. C'est très important. Ouais. On est d'accord. On doit être convaincant à l'égard de ses employés. On doit être convaincant avec les médias. On doit être convaincant avec. Donc on doit savoir se vendre très clairement. Bon, moi à l'époque, je vendais pas le sujet que je vendais. Enfin, c'était surtout des produits et c'était pas ma propre personne. Mais je pense que ça a contribué clairement à m'apporter justement cette aisance d'un point de vue commercial. Et donc, le consulting, tu l'as fait pendant combien de temps? Alors, consulting, je l'ai fait du coup de 2013-2014 jusque il y a encore pas très très longtemps, parce qu'après ma période... donc, on pourrait dire effectivement de 2013 à 2017. Ensuite, il y a eu ma période entrepreneuriale en Afrique. Et j'ai repris effectivement le consulting après 2021-2022. Ok. Qu'est-ce qui t'a fait passer du consultant à l'entrepreneur? Et surtout, qu'est-ce qui t'a fait quitter l'Europe pour l'Afrique? Parce que tu es quand même né ici en France, dans de bonnes conditions, dans un pays riche, et tu es retourné en Afrique. Et qu'est-ce qui a influencé tout cela? La famille peut-être? Alors, pas spécialement. Moi, très, très honnêtement, j'ai toujours eu à l'esprit, clairement, une volonté d'apporter une forme de contribution, peut-être, à mon pays d'origine, en l'occurrence le Maroc. J'ai toujours eu... patriotisme. C'est ça. J'ai toujours eu cette volonté de vouloir apporter quelque chose parce qu'on est dans un pays qui est ici beaucoup plus développé, quelque part, sur le plan économique et autres. Donc, on a d'une certaine manière peut-être ce devoir
de vouloir rendre l'ascenseur en disant, bah, tiens, j'aimerais bien apporter ma contribution à mon pays d'origine et pourquoi pas marquer l'histoire de mon pays Ouais. dans un domaine très spécifique, quoi. Tu te dis que tout a déjà été fait ici, donc c'est maintenant au tour de C'est ça. ton pays de bénéficier de... Bah, moi, c'est simple. En fait, avant même de repartir vivre, avant ce projet de vie et ce projet entrepreneurial à l'étranger, j'avais déjà inscrit dans mon esprit que j'y allais pour marquer l'histoire, en fait. Mhm. Ça, c'était définitif pour moi et c'était non négociable. C'est-à-dire que j'envisageais réellement d'intégrer mon pays d'origine, mais pour marquer l'histoire. Je voulais que mon nom, prénom soit inscrit dans les annales d'une certaine manière. Alors, c'est peut-être de l'ego, je sais pas. Ah, t'as raison, t'as raison. Mais je me suis dit, je veux pas aller au Maroc juste pour y aller. Ouais. En fait, je veux y aller, je veux marquer de mon empreinte mon passage dans ce pays, je veux innover dans ce pays. Et puis, je pense que quelque part, ça me l'a bien rendu, parce que c'est vrai qu'avec du recul aujourd'hui, je suis content quand même quand on associe mon nom à une innovation dans le pays et dans le continent. Donc, c'est toujours flat. Et comment est-ce que cela a été perçu par l'entourage, par la famille? Au début, naturellement, c'est l'inquiétude qu'on ressent parce on nous explique clairement qu'on quitte une situation, on va dire, confortable, entre Privilégiée, guillemets, privilégiée et tout, pour aller vers l'inconnu, parce que bien que le Maroc, ce soit notre pays d'origine, c'est pas forcément le pays où on est né, c'est pas le pays qu'on a pu malheureusement, ou qu'on aurait pu connaître autrement que dans le cadre de vacances d'été, clairement. Et c'est vrai que souvent, les premières impressions, ça a été de dire, bah ouais, mais c'est quand même risqué parce que tu vas dans un pays que tu connais pas et autres. Mais moi, j'ai toujours, quelque part, j'ai toujours eu cet appétit de l'inconnu, Ok. déjà. Ouais. Parce que pour moi, ça constitue un challenge qui t'anime, en fait. Moi, j'ai besoin d'avoir un challenge qui m'anime. J'ai besoin d'être animé par une difficulté, une barrière, quelque part. Quand il n'y a pas cette barrière, je pense que c'est problématique. Ouais. Et bon, du coup, ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait... ça s'est quand même préparé 1 an Ok. avant. C'est-à-dire que j'ai préparé mon retour au pays en me renseignant sur le pays, en entrant en contact avec du monde, en essayant de travailler déjà le networking, en m'intéressant aussi de plus près à la ville où j'envisageais de m'installer, clairement. Tu avais déjà ton idée ici en France avant de rentrer ou c'est quand tu es rentré, tu as vu le marché, tu as vu les problèmes qu'il y avait, du coup, l'idée t'est venue. Comment ça s'est passé pour avoir cette idée? Alors, l'idée m'est venue d'une anecdote, pardon, qui est complètement loufoque. Je t'explique, tu vas rigoler parce que un jour, je cherchais, je crois, à me déplacer d'un point A à un point B au Maroc et j'avais de la charge utile. Je crois que j'avais 2 ou 3 cartons avec moi. Ah ouais, quand même. Et à l'époque, j'ai réalisé que les taxis ne s'arrêtaient pas. C'est-à-dire que, parce que pour eux, c'était fatigant de descendre, d'ouvrir le coffre. Donc, visiblement, ça représentait une problématique que de prendre quelqu'un avec des colis, des bagages c'est ce que j'avais pu constater. Parce que j'ai vu qu'un premier s'était pas arrêté, un second, un troisième. Je me suis dit, il y a un truc bizarre. J'ai pas très bien compris. Sauf que moi, j'ai pas trop fait un focus sur l'état d'esprit, mais j'ai plutôt fait un focus sur un besoin potentiel. Ouais, t'as remarqué l'opportunité. C'est ça. Et là, je me suis dit, et je crois que j'ai dû me renseigner autour de moi en disant, mais ok, très bien, si demain, eux, ils peuvent pas effectivement transporter cette charge utile en ma présence, comment on procède, comment on fait? Donc, un jour, on m'a dit, bah écoute, il y a des moyens de fortune qui existent au Maroc pour pouvoir transporter une charge utile. Et moi, à l'époque, j'avais ri parce que je me suis dit, bah non, on va passer de ça à ça. Il n'y a rien entre les deux. Et on m'a dit, non, il n'y a rien. Et en fait, c'est là qu'est née l'idée. Et c'était pendant des vacances, ça? Non, c'était en phase de préparation justement pour notre installation là-bas. Ok. Bon, du coup, on en profite pour dévoiler l'idée parce qu'ils doivent se demander de quoi est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu es allé entreprendre au Maroc? Alors, c'était simple, c'était un tricycle. C'était ce qu'on appelle des éco-utilitaires qu'on retrouve assez souvent dans les pays scandinaves parce qu'ils sont à l'origine de ce moyen de locomotion. Alors, un éco-utilitaire,
dans mon cas, c'était un tricycle vélo à 3 roues avec un caisson à l'avant qui permettait de transporter toute charge utile en milieu urbain comme en milieu rural. Donc, clairement, c'était l'innovation que j'avais pu mettre en application là-bas. La marque, c'était Picalti à l'époque. Et cette marque, elle fait référence à la Dalija. Picalti, ça veut dire mon vélo. Ok, en Dalija, C'est ça. la langue locale. Exactement. Et du coup, ça permettait aussi au Maroc de s'approprier, de comprendre tout de suite Picalti. Et je On pense sent que derrière, vraiment- ça a même fait un buzz parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a il y a toute une musique en fait derrière Picalti. Il y a toute une culture entre guillemets qui était, je pense, qui a été propagée. Donc, c'est toi qui as designé les tricycles. Je veux dire, tu as été aux différentes phases de conception ou, je sais pas, peut-être que tu avais un ingénieur qui était là pour ça. Alors, c'est moi qui ai designé les tricycles, les premiers tricycles, parce qu'après, naturellement, j'avais une Ça a équipe. évolué. Ouais, j'avais une équipe en interne que j'ai pu former, que j'ai pu accompagner. Donc après, ils ont pris le relais. J'avais mis en place un département ingénierie. Mais effectivement, le premier tricycle qui est apparu à la presse, c'est celui que j'avais moi-même dessiné. Ok. Et quand vous avez commencé à entreprendre votre activité, quel a été le retour des locaux? Est-ce que vous avez eu du soutien ou peut-être des bâtons dans les roues? Parce qu'en Afrique, on sait que c'est pas tout le temps évident Ben, quand on rentre pour entreprendre. Alors, C'est pas- non, honnêtement, pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Clairement, j'ai même été surpris de la vitesse et l'ampleur que ça a pris très très vite, clairement. Euh, j'ai eu la chance aussi d'être entouré de personnalités très impactantes qui ont bien voulu, qui ont accepté mon invitation lors de l'inauguration de l'unité de fabrication. On parle de personnalités comme le ministre de l'Environnement à l'époque. Ok, donc le ministre est venu. Il était venu exactement, enfin, il m'avait fait l'honneur de sa présence. On avait eu des athlètes très connus. Au Maroc, j'avais pris l'athlète numéro 1, C'était qui? qui était Abdelhati Iguider. En fait, il était au top de sa carrière, donc j'ai voulu l'avoir aussi pour véhiculer aussi un petit peu l'image de l'énergie, du sport. Marquer. Exactement. Marquer les esprits. C'est ça, tout à fait. Et puis après, j'ai eu quelques partenaires industriels aussi qui étaient là le jour du lancement, nos fournisseurs de matières premières, par exemple, en aluminium et autres. Donc non, franchement, j'ai vraiment senti que j'étais super entouré. Il y avait beaucoup de bienveillance. Tu avais un bon réseau de ce que je vois. J'ai eu un très bon réseau. Alors, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance d'avoir du monde autour de moi parce que c'est pas toujours évident. J'imagine que effectivement, c'est pas toujours évident d'avoir cette chance d'être très bien entouré. Moi, c'était mon cas. Mais du coup, quand on voit ce réseau, on peut se demander de quel milieu es-tu issu? Peut-être que tes parents sont bien, je sais pas, sont issus d'une bonne classe sociale au Maroc et du coup, ça a facilité les connexions. Pas du tout, en fait. C'est tout l'inverse dans la mesure où moi, je viens d'une cité minière, ouvrière. Donc, clairement, mon père, il a travaillé à l'époque dans les mines, il avait fait la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était un ancien tirailleur africain. Ok. Et ma mère était mère au foyer. On vient d'une famille très modeste, très, très modeste. Et en fait, non, je pense que c'est une histoire de feeling entre des personnes, du networking aussi, d'où l'importance, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais l'importance du réseau. Je pense que ça a tout son attrait dans des situations comme celle-ci, dans des contextes aussi peu favorables que nos expériences en Afrique, parce que beaucoup pourraient penser que en Afrique, c'est compliqué, c'est autre. Non, j'ai rencontré beaucoup moins de difficultés là-bas, par exemple, à mettre en place mes idées qu'ailleurs, clairement. Que même ici en France. Que même ici en France, bien sûr, parce que ici, on arrive où la nouveauté n'est pas toujours bien perçue. Clairement, ça, c'est un petit peu la mentalité qu'on a. Les nouveautés, les innovations, c'est toujours un peu incompris. On a toujours l'impression de faire face à quelque chose d'exubérant ou de complètement folklorique. Et puis voilà, quoi. Donc, ton tricycle,
il était 100% marocain, des matériaux à toute la chaîne de production. C'est ça, de l'ingénierie, c'est-à-dire la conception, le dessin, à la fabrication jusqu'au montage. C'est-à-dire qu'on assurait toute la chaîne, clairement, de A à Z. Donc, on faisait entrer dans nos ateliers de fabrication des barres qui faisaient 6 mètres de long. Et à la sortie, on avait des vélos. Des vélos. Voilà. C'est incroyable, tu as quand même bâti une industrie. Ça te demande forcément beaucoup d'investissement. Comment tu as fait pour obtenir le financement au début? Alors, au tout début, j'ai eu aucun financement. C'est-à-dire que j'y suis allé avec en fonds propres. Ok. Des fonds propres, des petites économies, qui n'étaient pas non plus super... ouais, on n'était pas sur quelque chose de folklorique ou de... Voilà. Je pense qu'on devait tourner autour de 30 000 euros, je pense, clairement, hein, en toute franchise. Et je pense que ce qui a fait aussi son fort, ça a été aussi toute la couverture médiatique qu'il y a eu autour de Picalti à l'époque, qui était diffusée un peu partout, dans tout... j'ai eu la chance d'être présent sur tous les canaux, que ce soit radio, télévisé, info du soir et autres. Donc, naturellement, ça se répand très, très vite. Et j'ai eu aussi la chance de gagner la confiance de communes, en fait, qui ont tout de suite voulu faire partie des premiers à explorer un petit peu ces nouveaux... à mettre en avant ces produits dans leur commune. Donc, il y a eu comme un esprit de compétition entre les communes. Donc, c'était un petit peu qui aura les tricycles en premier. Donc, j'ai senti qu'il y avait une euphorie. Il y avait un engouement. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on a réussi à créer le besoin à travers ces différentes couvertures médiatiques. Et clairement, ça m'a ouvert des portes. Ça a créé de nombreuses opportunités. Et puis, ce sont ces opportunités même qui m'ont permis d'accélérer quelque part la croissance de cette entreprise. Tu as beaucoup misé sur la communication. C'est ça. Et quelles ont été les difficultés, si tu en as rencontré, bien évidemment, quelles ont été les difficultés que tu as pu rencontrer sur place? Disons que la barrière culturelle, ça, c'est peut-être un premier frein, entre guillemets, parce qu'on n'est pas marocain d'origine. Enfin, on n'est pas marocain, pardon, de vie. Ouais, tu es né en France. Voilà, la vie sociale en elle-même, elle a été... c'est ici qu'on a pu la faire. En revanche, la partie culture, code, c'était pas... Je pense que les premières difficultés, elles se sont ressenties là, en se disant, tiens, c'est bizarre, moi j'ai dit ça, il l'a peut-être compris autrement, ou comment je peux améliorer aussi ma façon peut-être de m'exprimer, parce que naturellement, j'ai des interlocuteurs qui sont autres que ceux que j'ai pu avoir ces 30 dernières années. Donc, comment je peux effectivement faire passer le message autrement. Donc, je pense que la première, entre guillemets, des difficultés, c'est d'essayer de comprendre la culture. Ouais, une approche culturelle différente. C'est ça, c'est ça. Après, sur le plan technique, industriel, les ressources humaines et tout, non, franchement, j'ai eu aucun problème à ce niveau. Naturellement, encore une fois, j'ai été accompagné, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu la chance aussi d'avoir des employés qui étaient juste incroyables, qui m'ont permis d'avancer, à qui je déléguais pas mal de tâches. Donc, ils étaient aussi... ils ont clairement participé à l'évolution et au rayonnement de Picalti. Et tu n'as pas fait face à ce manque de sérieux qu'on peut souvent voir en Afrique, où les gens prennent souvent les choses à la légère? C'est un cliché. C'est un cliché. Ça, c'est un cliché, effectivement, qui vient de je sais pas où, mais c'est un cliché, parce que... je fais pas forcément référence qu'au Maroc, parce que nous, on a pu exporter quand même des tricycles en Afrique subsaharienne. Et il y a une réactivité et un professionnalisme là-bas que j'ai pas vu ailleurs, quoi, clairement. Vous avez pu exporter aussi à l'international? Ouais, on a pu, à l'époque, on a exporté en Afrique. Donc, il y avait l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. On avait aussi quelques exportations au Royaume-Uni, en France. Donc, voilà, c'était les pays dans lesquels on avait, en France avec Paris. Donc, on avait exporté pas mal à l'époque. C'est quand même incroyable pour une entreprise marocaine d'avoir à exporter ses produits un peu partout comme ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de l'entrepreneuriat en Afrique en général? Parce que l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Il y a beaucoup de choses, ou bien même, je dirais, tout qui a à construire en ce moment. Qu'est-ce que tu en penses selon toi? Pour moi, c'est une terre d'opportunités.
Moi, je dis toujours, en Afrique, c'est le seul continent où il y a des opportunités sous la terre et sur la terre. Ouais. Sur la terre, on a la chance d'avoir la matière grise, c'est-à-dire les compétences, les idées. Sous terre, bah, naturellement, on connaît tous les ressources qu'on a en Afrique. On a la chance d'avoir toutes les ressources du monde. Et ouais, c'est pour ça que je dis on a des ressources partout dans ce continent. Et qui plus est, aujourd'hui, la matière grise, on n'est pas du tout avare de matière grise. On a la chance d'avoir un vivier de ressources humaines et de compétences qui est juste énorme. Mhm. On a un choix là-bas qu'on n'a pas ici. Mhm. Ça peut aller très très vite. Demain, on trouve le profil qu'il faut, bah, il commence après-demain. Mhm. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas ce frein quelque part où c'est, entre guillemets, c'est pas ce mode opératoire, mais le terme exact, c'est... Il n'y a pas ce protocole. Ok. Voilà, parce que du coup, on mélange un peu avec les langues entre eux. Ouais. Mais ouais, il n'y a pas tout ce protocole qui est en application et qui montre clairement bah, que c'est long, que je dois réfléchir. Non, non, là-bas, c'est tout réfléchi. Quand ils viennent, ils sont déjà très, très intéressés par le projet. Ils ont pris le temps Mm. de s'informer sur le projet, chose qu'il n'y a pas forcément toujours ici. Ouais. Et moi, je me souviens que tous les candidats que j'avais reçus à l'époque, ils étaient déjà super contents d'être reçus. Et après, bah, après on parlait effectivement de choses plus concrètes, mais ouais, non, on est vraiment sur... Tu as parlé d'engouement précédemment de la population marocaine. Et Picalti, ça représentait à peu près combien en valeur chiffrée, si je devrais dire annuellement? Annuellement, alors annuellement, on n'a pas des chiffres exacts, mais je sais qu'en l'espace de 3 ans, on a dû 3 ans et demi, on est passé de 0 à 500 000 euros en fait. Et ça, c'est en l'espace de 3 ans sur on va dire, les exercices sociaux cumulés. Mm. Et en fait, il faut savoir que 500 000 euros au Maroc, ça représente 5 millions de dirhams. Ouais, c'est énorme. Et que c'est déjà beaucoup. Parce que clairement, aujourd'hui, sur des dimensions pareilles, on n'en est plus vraiment à le petit atelier, mais on commence vraiment à s'industrialiser. Et ouais, donc c'est un petit peu les données que j'ai. Après, il y a eu d'autres activités qui sont venues se compléter, comme d'autres, des produits entre guillemets dérivés même des tricycles, comme des balais cantonniers, comme pas mal d'autres sujets. Mais ouais, c'est en 3 ans. Après, effectivement, il y a eu des croissances qui étaient, qui étaient toujours visibles d'année en année, quoi. On n'aurait pas pu définir la limite même, parce que comme on dit aux États-Unis, sky is the limit. Ouais. Mais clairement, il n'y avait pas j'avais pas eu de frein. Après, j'ai fait que 5 ans au Maroc. J'aurais peut-être voulu faire un peu plus, mais voilà, c'est le cycle que j'ai pu avoir sur Et ce. pourquoi tu n'as pas fait plus? Alors, j'ai pas fait plus parce que bah, d'abord, faut savoir que bizarrement, après avoir fait le bilan de ma vie, enfin de ma petite vie, ma modeste vie, j'ai réalisé que j'avais toujours des cycles de 5 ans. J'ai jamais compris pourquoi. Ouais. Mais il s'est passé qu'après 5 ans, effectivement, je voulais voir de nouveaux Nouveaux horizons. horizons. En l'occurrence, on m'avait fait déjà une proposition dans le secteur de l'ingénierie ici en France, donc c'est pour ça que je suis rentré en France. Et Pour du salariat? enfin plutôt dans la formation, dans le domaine de la formation. J'ai pu former en fait un certain nombre de clients dans le domaine de la conception, des très gros clients, comme Polytechnique, comme Institut Pasteur, comme d'autres sujets beaucoup plus sensibles. Et donc du coup, c'était des sujets qui m'animaient naturellement. Ok. Et voilà, donc ça a duré 5 ans. J'avais déjà pu vendre 40% de mon capital après 1 an. Donc après 1 an, effectivement, on m'avait proposé, une banque d'investissement à l'époque m'avait proposé de racheter 40% de mon capital. Donc, De Picalti. de Picalti, c'est ce qui avait été fait. Et au terme des 5 ans, on m'avait fait une proposition effectivement pour reprendre le complément. Les 60% restants. Des 60% restants pour développer effectivement d'autres sujets, des produits qui étaient plus ou moins similaires et venir compléter une gamme, quoi. Et du coup, là, c'était la fin de C'est ça. cette aventure entrepreneuriale. Exactement, c'était la fin. Bon, après, j'ai toujours gardé contact avec les anciens employés. Mais ouais, mais j'ai tout appris. Je dois tout au Maroc à ce niveau. En 5 ans, j'ai pu parcourir tout le Maroc. Ça a été formateur. Ça a été très formateur, surtout qu'on avait des clients qui étaient, on avait des clients de divers secteurs d'activité, de divers univers. On pouvait aller de l'hôtel 5 étoiles
aux entreprises de nettoyage urbain. Donc, du coup, on est quand même sur entre guillemets, un gap de champ de compétences. Et pour moi, le défi, c'était de réussir à convaincre, entre guillemets, les professionnels du nettoyage urbain à acheter les mêmes produits qu'un hôtel 5 étoiles. Donc, il fallait vraiment s'adapter. C'est ça, tout à fait. Et pour toi, Picalti, c'était une réussite? Pour moi, c'est une réussite, ouais. Pour moi, c'est une réussite à tous les niveaux. D'un point de vue social déjà, parce que sur l'économie sociale, on a pu aussi apporter un certain nombre de solutions qui ont permis de créer des emplois indirectement grâce au vélo. Ça a dynamisé un peu. C'est ça. Il y a eu, on a innové au Maroc parce qu'aujourd'hui, on vend du café à vélo, chose qu'il n'y avait pas avant mon arrivée en 2017. Donc, on a commencé seulement à vendre des cafés à vélo depuis 2018-2019. Donc tu es un peu à l'origine de... C'est ça. Enfin, d'une certaine manière, je ne suis pas directement à l'origine, mais disons que ce sont mes produits qui permettent aujourd'hui de vendre le café dans la rue. On a eu la chance aussi à l'époque de signer un petit partenariat avec le Marrakech du Rire aussi, qui avait fait parler de nos produits sur scène. Donc du coup, ça nous avait fait beaucoup de communication, clairement. Il me semble que c'est Jamel Debbouze, ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Et donc je pense que toutes ces petites expériences et toutes ces petites reconnaissances cumulées, c'est ce qui a réellement permis de constituer l'image même et la valeur forte de Picalti sur le continent africain. Et durant cette aventure entrepreneuriale, tu commençais déjà à chiffrer un peu. Je suppose que tu gagnais mieux que le Marocain moyen. Alors, figure-toi que non, parce que pendant 1 an et demi, 2 ans, je n'ai pas touché de salaire. Clairement, j'ai vécu de mes petites économies. Tu as tout réinvesti. J'ai tout réinvesti. Je me souviens même qu'une période, il me restait 30 jours de visibilité. Sauf que à cette période, j'en ai parlé à personne, parce que tu imagines bien que si t'en parles autour de toi, ça commence à s'inquiéter. Donc à l'époque, j'avais juste réalisé qu'il me restait plus rien, en fait. J'avais plus grand-chose. Et je pense que ça, c'était après 3-4 mois, je crois. Après seulement 3-4 mois, parce qu'avec la communication, tout ce qu'on avait lancé naturellement, la trésorerie, elle s'envole très très vite. T'as tout mis dans la boîte. Mais heureusement, naturellement, il y a eu des très bonnes nouvelles, des commandes qui sont tombées. Donc c'est ce qui a permis de faire grandir quelque part cette petite entreprise. Donc au final, tu as vraiment profité lors de la vente de tes parts. Ouais, après, effectivement, on ne profite pas vraiment comme on voudrait, parce que naturellement, quand on cède des parts, c'est surtout pour la trésorerie, c'est pas... Mais là où, effectivement, ça a été plus intéressant, c'est que... Et après, parfois, quand on cède aussi une entreprise, il ne faut pas oublier qu'entre-temps, on a contracté aussi des dettes ici et là, parce que naturellement, on avance dans nos projets. On n'est jamais sur... comment dire, des rentrées d'argent nettes. Voilà, le besoin en fonds de roulement. C'est ça, tout à fait. Et mais c'est ce qui m'a surtout permis de faire la transition vers revenir dans le domaine de l'ingénierie, mais cette fois-ci en tant que formateur. Et en fait, j'ai eu une opportunité parce qu'ils m'avaient vu au Maroc, ces clients, clairement, ils m'avaient proposé effectivement de travailler pour eux sur différents sujets en matière de conception. Et puis, voilà. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire quelques petites folies là-bas et... Quel était peut-être le regard de la population? Parce que tu sais, chez nous, on est très pudique, pas trop dans le fait de montrer l'argent, tout ça. Je pense que la folie que j'ai pu m'offrir en étant au Maroc, c'était de m'offrir ma première Mercedes chez Mercedes. Ok, c'était quel modèle? À l'époque, c'était le CLA, c'était en 2020. Et effectivement, le modèle venait de sortir. C'était pas non plus... on était encore resté sur un modèle, on va dire, classique. Mais c'était une forme de satisfaction en soi, dans la mesure où on sait qu'on a quand même pas mal travaillé. Donc, parfois, il faut savoir aussi se faire plaisir sur un certain nombre comment dire, Après l'effort, le réconfort. C'est ça, après l'effort, le réconfort, mais c'est surtout se dire qu'effectivement, il y a des périodes qui vont être... il faut essayer d'apporter une certaine... Moi, je dis toujours, il faut toujours matérialiser ou formaliser ces résultats. Et aujourd'hui, on a toujours tendance on les laisse enfouis, ces résultats. C'est-à-dire qu'on fait rien, on n'achète rien, on vit
Donc, du coup, nous, quelque part, on ne visualise pas. Mm. Parce que, C'est important pour toi la visualisation? ouais, moi, je pense que c'est super motivant pour tout le monde. Tu sais, c'est comme celui qui va à la salle aujourd'hui, qui fait des exercices sportifs et qui voit pas le progrès dans son corps. Bah, si tu vois pas le progrès dans ton corps, je pense que tu vas pas faire long feu, en fait. Tu vas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et après, tu Voilà, te décourages. on est d'accord que s'il n'y a pas de résultat, tu vas te dire, bon, c'est difficile. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil. Aujourd'hui, si un entrepreneur se fait plaisir, c'est parce que quelque part, il en a besoin. Il en a besoin pour poursuivre, parce que c'est son carburant, quelque part. Et puis quelque part, on se dit aussi, on a fait tellement de sacrifices et autres qu'on peut aussi, Mm. de temps en temps, Tu n'as pas eu trop, s'octroyer trop de jugement. C'est ça. Tu n'as pas eu trop de jugement des Ah gens non, qui non, non, au t'entouraient? contraire. Non? Ok. Au contraire, les employés étaient les premiers Ils étaient à fiers. féliciter, ils étaient super contents, tout le monde était content. Non, franchement, il n'y a pas eu, enfin, il y a vraiment pas eu de problème à ce niveau. Au contraire, ils m'ont même encouragé, ils étaient même contents. Ils me disaient, on préfère dire Le patron, que le patron il roule en Mercedes, qu'à l'époque c'était eux-mêmes qui m'avaient dit ça. Donc je me suis dit, ah ok, c'est pas mal. Donc, Et dès que tu es revenu en France, ça s'est bien passé au niveau de la formation. oui, oui, ça s'est très très bien passé quand je suis revenu. Alors, Donc tu agissais à ton propre compte. c'est ça, exactement. À mon propre compte, je travaillais pour donc, pour ses clients. Ouais. Et ce qui se passait surtout, c'est que là où j'ai rencontré des difficultés, honnêtement, ça a été d'un point de vue climat. Ah, parce que t'es passé du chaud au froid. C'est Et en plus, dans le nord, ici, on sait qu'il pleut assez souvent. incroyable. Ah non, mais j'ai eu énormément, pardon, j'ai eu énormément de difficultés à mes débuts. Mm. Énormément. Et à chaque fois, je me dis, bon, c'est pas grave, ça va passer. L'année d'après, ça ira mieux. Ah non, mais j'ai énormément de difficultés à m'adapter au froid, en fait. Ah, le Maroc, il devait te manquer à ce moment. Ouais. À ce niveau, clairement, il me manquait, bon, à tous les niveaux d'ailleurs, parce que je pense que quand on a eu une bonne expérience dans le passé, peu importe l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça reste une expérience Mm. qui nous a enrichis à tous les niveaux, intellectuellement, culturellement, socialement. Ouais. Mais non, non, effectivement, le climat, c'est un... Mais au final, tu n'as pas vraiment quitté l'entrepreneuriat vu que tu agissais toujours à ton compte. Donc, tu étais toujours dans cet esprit d'entreprendre pour toi. Tout à fait. Ouais, après, bon, j'ai toujours effectivement, disons que j'entreprends depuis tout le temps, indirectement. Enfin, avant même d'entreprendre, eh ben, on a toujours un petit peu cette âme d'entrepreneur. Mhm. Plus jeune déjà. Selon toi, ça vient d'où cette âme? De tes parents? Même pas, parce que mon père, il avait absolument pas la fibre. Enfin, il n'était pas du tout entrepreneur. Après, honnêtement, je saurais... Je ne sais pas, je pense que C'est j'ai venu comme ça. surtout... En fait, j'ai grandi dans un environnement, en l'occurrence, où on a été peut-être inspiré par nos pères, ou alors les grands frères, Mhm. on va dire on va dire de quartier, entre guillemets. Je pense que d'une certaine manière, ils nous ont aussi transmis cette volonté de réussir socialement. Mm. Et à l'époque, quand on grandit dans des zones qui sont pas forcément très bien enrichies sur le plan économique, Ouais. bah, il nous reste des rêves, en fait. Et aujourd'hui, ces rêves-là, bah, on les concrétise en se disant, bah, tiens, si effectivement je veux que socialement ma vie elle s'améliore, bah, il faut que je puisse envisager comment dire, l'option de l'entrepreneuriat, quoi, Mm. clairement. Ok. Et maintenant, on va en venir à ton deuxième projet entrepreneurial qui est Nitro. Nitro, je te laisse déjà parler de ce projet, d'expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. Alors, Nitro, à la base, c'est un outil basé sur une intelligence artificielle qui permet d'accélérer clairement les formalités administratives. Donc, il sera utilisé, c'est un outil qui va être certainement utilisé dans le domaine du secteur, enfin, dans les administrations du secteur privé d'abord, pour ensuite migrer vers les administrations du secteur public. Et clairement, aujourd'hui, c'est une nouvelle ère de l'administration, c'est le no-fill. C'est-à-dire, on ne remplit plus, on ne saisit plus de saisie d'informations, dactylo, manuscrit. Là, on part que sur, effectivement, de l'ossérisation, ce qu'on appelle l'ossérisation. Qu'est-ce que c'est? En fait, l'ossérisation, c'est une technologie qui permet à partir d'une photo, qui permet de récupérer des caractères pour les retranscrire sur un formulaire. C'est un peu comme un scanner. C'est exactement ça, c'est le même principe. L'idée, c'est que ça permet un gain en temps,
au niveau du traitement. Il y a un gain en précision aussi, parce que naturellement, le facteur humain, il est toujours il fait face aussi à certaines problématiques liées à la syntaxe, la mauvaise écriture, risque d'erreur. Là, on a la chance d'utiliser un outil qui optimise un maximum et qui réduit considérablement les risques d'erreur, le temps passé à traiter effectivement un dossier ou un formulaire, en l'occurrence. Donc, en fait, tu as pour but de révolutionner les démarches administratives. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de révolutionner notre approche d'abord de l'administration, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on parle d'administration, de formulaire, de fiches de renseignement, ça fout le cafard à tout le monde. Et l'idée, c'est de dire stop, on a une solution, elle s'appelle Nitro. Vous allez pouvoir l'utiliser, elle va faciliter votre quotidien au niveau effectivement des tâches chronophages. Et d'où est venue cette idée? Eh bien, pareil, je vais te raconter l'histoire, tu vas rigoler. Un jour, je me retrouve à la mairie de Valenciennes et on remplit un CERFA pour moi, donc à l'époque, et je vois la dame qui fait des allers-retours à droite, à gauche, elle va ici, elle va là. Et il se passe, je sais pas, 40 minutes à peu près. 40-45 minutes. Donc je me dis 40-45 minutes, c'est peut-être parce que, elle demande peut-être des infos qu'il n'y a pas forcément sur le formulaire, en l'occurrence. Et après, je lui pose quand même cette question. Je lui dis, ouais, 40 minutes et tout, et qu'est-ce qui fait quoi? Ça prend autant de temps? Parce que moi, je parle avec cette personne, mais dans un contexte de bienveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'hostilité. Et elle me répond tout simplement. Elle me dit, eh bien, figurez-vous que je ne sais pas forcément bien remplir ce formulaire parce que j'en ai pas rempli beaucoup. Et là, je me dis... Et donc, elle me dit, je suis obligé d'aller me renseigner ici et là, et même mes collègues n'ont pas toutes les infos. Et c'est là où je me dis, il y a un truc à faire. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le formulaire, c'était pas forcément un formulaire qui nécessitait 40 minutes pour pouvoir le remplir. Donc je me suis dit, c'est un formulaire qu'on pourrait remplir en 10 minutes, allez. Mais c'est vrai que passer 40 minutes, c'est-à-dire 30 minutes de plus à savoir ce qu'on doit remplir ou pas, j'étais rassuré d'une certaine manière parce que je me suis dit, il n'y a pas que le contribuable, entre guillemets, le citoyen qui est face aux mêmes difficultés. C'est-à-dire que même au sein des administrations du secteur public, ils ont eux-mêmes des difficultés à remplir les formulaires. Et c'est là où je me suis dit, on met le doigt sur quelque chose de très intéressant. Là. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, quand je lui ai posé la question, en lui disant, donc à chaque fois que vous avez effectivement ce formulaire à remplir, elle me dit, bah oui. D'accord. Et je me suis dit, à chaque fois, c'est du 40 minutes par personne. J'ai fait un calcul assez basique et je me suis dit, je pense que ça vaut le coup de se pencher sur la problématique. En fait, toi, j'ai remarqué que au quotidien, dans tes interactions quotidiennes, tu parviens toujours à trouver une opportunité de business. En fait, elle vient, très honnêtement, elle vient naturellement. C'est-à-dire que je n'ai jamais ressenti, j'ai l'impression, si je prends par exemple Picalti, c'est venu tout seul en fait. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui cherche après des solutions. À la base, je ne suis pas un chercheur d'idées ou de solutions. Mais parfois, elles se présentent sur un contexte qui me concerne moi. C'est-à-dire que c'est elles qui viennent à toi. C'est exactement ça. Donc, je suis face à la problématique et je me dis, OK. Et en fait, il y a eu effectivement cette petite péripétie. Ensuite, juste après ça, j'ai appelé un ami à moi à qui j'ai parlé de cette problématique en lui disant, est-ce que toi aussi, tu es face à la même problématique? C'est-à-dire, il me dit, en même temps, on n'a pas le choix. Et je lui dis, ouais, mais aujourd'hui, comment tu remplis tes formulaires et tout ça? Il n'y a pas un autre système que manuscrit ou dactylo? Il m'a dit, non, il n'y a pas de... C'est là où je me suis dit, tu tiens quelque chose là. C'est ça. Et puis voilà, après, je suis allé dessus. De fil en aiguille, quand on en parle, on réalise que effectivement c'est très pertinent, qu'il n'y a pas forcément de solution. En fait, on réalise que c'est pertinent, c'est quand il n'y a pas de solution. Ouais. Et comment tu t'y es pris pour le développement? Parce que toi, tu es issu d'une formation en ingénierie, enfin, c'est dans le... Ingénierie industrielle. Ingénierie industrielle. Comment tu t'y es pris pour développer un truc pareil? En fait, c'est simple. J'ai d'abord consulté des experts du développement informatique pour leur parler du principe même. C'est petit à petit
que j'ai pu, entre guillemets, dessiner et esquisser la feuille de route pour pouvoir mettre en œuvre cette application. En chiffrant cette application, en ayant une idée du délai. Business plan. C'est ça. On va dire, surtout la partie opérationnelle, beaucoup plus que la partie financière. Et en fait, une fois que j'ai réussi à réunir tous ces éléments, c'est ce qui m'a réellement conforté dans l'idée de pouvoir lancer cette application en me disant, effectivement, j'ai un budget à prévoir de autant, je dois faire ça, ok, très bien, il y a ça à mettre en place. Alors, sur la partie marketing, j'avais déjà travaillé, j'ai déjà une expérience en passé à ce niveau, donc c'est pas forcément ce qui m'a inquiété. Moi, ce qui réellement m'inquiétait et d'une certaine manière, ce qui m'intriguait au plus haut point, c'était de me dire, est-ce que c'est faisable? Moi, c'était la faisabilité qui m'intéressait. Beaucoup plus Au niveau technologique. C'est ça. Est-ce qu'au niveau technologique, on va faire face à des difficultés et tout ça? Et naturellement, on a fait face à des difficultés. Un peu comme tout. Mais c'était des difficultés qui étaient complètement... qui étaient à notre portée. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des difficultés qui nous empêchaient effectivement de mettre entre guillemets, en marche, en pratique et en commercialisation cette application par la suite. Ok, c'est super intéressant. Et comment tu t'es assuré que cette application serait bien accueillie par la population, par ses utilisateurs? Est-ce que tu as effectué des tests? En fait, j'ai réuni ce qu'on appelle comment dire? J'ai réuni un panel de bêta-testeurs, ce qu'on appelle des bêta-testeurs. Généralement, c'est constitué d'abord, c'est une problématique, effectivement, auquel on apporte une solution qui est rationnelle et qui est d'actualité. Donc, j'ai effectivement saisi un secteur d'activité qui était assez, pour moi, informel, auquel j'ai pu présenter cette application, cette solution dans un premier temps. Ils ont tous très bien accueilli cette solution et je leur ai demandé s'ils étaient intéressés pour pouvoir intégrer le panel de bêta-testeurs par rapport à cette application. Ils m'ont tous répondu que oui, qu'ils voyaient effectivement en cette application quelque chose de révolutionnaire. En fait, d'une certaine manière, plus tu avances dans tes projets, et c'est plus toi qui te convainc de toi-même, c'est plus toi qui essaie de convaincre ta personne que ton projet il est fiable, ce sont l'avis des autres qui finalement viennent corroborer ce que toi tu pensais dès le départ. Tu sais, quand tu as des gens qui accueillent, il y a des personnes aujourd'hui qui ont, moi je dis toujours, ils ont une faculté à pouvoir générer de l'enthousiasme autour d'un projet. Et en fait, j'utilise cette énergie des personnes qui reçoivent très très bien l'information en me disant, ah bon, comment, tu sais, des interjections du style, quoi, comment, c'est possible, c'est magique. Donc, tous ces éléments, en fait, clairement, c'est ce qui m'ont permis de bâtir, en fait, ma stratégie et de me dire, tiens, si lui, il le reçoit très, très bien, ou alors, j'ai même d'autres personnes qui m'ont dit, mais c'est l'Amérique, si tu me fais ça, moi, je suis content, moi, je suis heureux, moi, je suis. Donc, du coup, tous ces éléments, c'est ce qui m'a vraiment conforté dans mon choix. Et aussi, ces bêta-testeurs-là, quelque part, ils t'ont aidé à améliorer l'application. Ils ont dû te faire des retours constructifs pour que tu rajoutes des fonctionnalités ou que tu en enlèves. Exactement. Donc, en fait, clairement, ils m'apportent effectivement un plus au niveau naturellement de l'application, de ses fonctionnalités. Mais moi, ce qui me rassure au-delà de tout ça, c'est que l'essentiel est fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils nous apportent effectivement des avis assez pertinents sur l'interface, sur les fonctionnalités, sur les couleurs qu'on a utilisées et autres. Après, les couleurs sont toujours associées à une identité visuelle ou à une charte graphique. Mais c'est vrai qu'à partir de là, on a quand même déjà une feuille de route qui est préétablie, entre guillemets. Et c'est toujours intéressant d'avoir un feedback. Un feedback technique, c'est toujours très, très pertinent et intéressant de l'avoir parce que c'est ce qui nous permet effectivement d'améliorer sans cesse le process, le produit, le service. Ah, c'est très intéressant parce qu'il y a ce bouquin que j'ai lu sur le management qui s'appelle Lean Startup. Je ne sais pas si tu connais, mais il préconise effectivement cette approche-là où dans un premier temps, tu construis un MVP. Ils appellent ça Minimum Viable Product. Et après, tu le soumets au marché. En fonction des retours du marché, tu améliores. Et puis, ouais, c'est très, très, très intéressant. Et Nitro, à ce jour, est déjà en marche. Alors, ça fonctionne déjà? On est encore à la phase de bêta testing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est donné effectivement avec les développeurs
un objectif d'un certain nombre d'opérations à générer avant de lancer la commercialisation. Mais d'un point de vue technique et fonctionnel, on est opérationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'application en elle-même est opérationnelle. Et c'est juste une question de temps parce qu'on s'est fixé effectivement un objectif d'utilisation en cumulant effectivement tout ce panel. Et à partir de là, on va pouvoir en effet déployer officiellement Nitro sur le marché français. C'est pour bientôt donc. Ouais, c'est pour quelques semaines, donc ça arrive imminemment. Et c'est ça. Et puis, clairement, je pense que ça va vraiment nous apporter un plus qui va être énorme. Alors, l'avantage de Nitro, c'est qu'aujourd'hui, on a un secteur d'activité qui est bien défini, qui va être le secteur des professionnels de l'automobile. Mais après ça, il va y avoir les accès aux droits avec les avocats et les juristes. Il va y avoir la santé, les assurances. Donc, du coup, on va effectivement proposer cette technologie dans un certain nombre de catégories d'usage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que votre cible, elle est énorme parce qu'au final, ça s'adresse à tout le monde. Tout à fait, exactement. Est-ce que tu as pensé, justement, vu que la cible, c'est un peu monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, est-ce que tu as pensé à l'internationalisation de Nitro? Eh bien, oui, parce que actuellement, j'étudie très sérieusement la possibilité d'intégrer la Silicon Valley. San Francisco en l'occurrence, parce qu'on va aussi déployer le marché américain en décembre. C'est-à-dire qu'on va officiellement lancer Nitro en décembre j'ai dit 2014 ? Ouais, je pensais j'avais... En 2024. 2024, pardon. Ouais. Donc, je me suis trompé de décennie. Et donc, je disais, oui, on va officiellement, effectivement, lancer Nitro en Californie en décembre de cette année. Donc, tout juste quelques mois après avoir lancé effectivement la France après cette campagne de bêta testing. Et comment ça s'est fait, que ce soit aux États-Unis, précisément la Silicon Valley? Alors, la Silicon Valley, parce que j'ai reçu en fait une proposition, clairement, de valorisation sur l'entreprise en Silicon Valley par ce qu'on appelle les VCs, donc c'est les Venture Capitals. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est bien sûr, pour les auditeurs? Les Venture Capital, ce sont des banques d'investissement ou des banques d'affaires qui investissent dans la technologie par secteur d'activité. Alors aujourd'hui, l'avantage de Nitro, c'est que ça touche l'administration. Ouais. L'administration, on la retrouve dans tous les secteurs d'activité. Et dans tous les pays. C'est ça, dans tous les pays, dans les mêmes problématiques. Donc du coup, de la santé jusqu'à l'industrie, on a effectivement toujours la même problématique qui revient sur la table. Et donc moi j'ai reçu une première proposition effectivement de valorisation que j'étudie sérieusement actuellement, qui nous donne clairement aujourd'hui c'est une force qui n'est pas du tout négligeable. C'est c'est une composante que j'ai dû intégrer dernièrement parce qu'à la base, c'était pas dans c'était pas dans tes plans. Dans mes plans, effectivement, d'investir dans la Silicon Valley, clairement. Et quand j'ai vu, effectivement, l'intérêt l'intérêt manifesté par ce VCs, je suis allé à la rencontre de ce VCs. Ah, du coup, tu es parti à la Silicon Valley? Ouais, je suis parti dans la Silicon Valley, donc du 8 au 12 mai dernier, où j'ai pu rencontrer ce VCs, où on a longuement discuté sur le sujet. Entre-temps, il y a eu du networking qui a été fait, donc ça a très très vite évolué. Tu as dû rencontrer des grosses têtes de la Silicon Valley, là. C'est exactement ça. J'ai eu la chance de pouvoir être entouré aussi de personnes qui travaillent au sein même de la Silicon Valley, dans des gigatechs, ce qu'on appelle les gigatechs, Microsoft, Google, en est l'exemple concret. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu toute une évolution, une maturation, entre guillemets, de cette idée qui a vraiment pris une ampleur qui dépassait nettement mes espérances. J'aurais jamais cru qu'en 4 jours, je pouvais autant ficeler un projet en mettant tout en place rapidement, très vite. Et c'est te dire un petit peu la puissance du networking, en fait. Et ça va vite là-bas aux États-Unis. Ça va très, très vite. Très, très vite. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi d'être invité à un événement qui avait été organisé par le ministère de l'investissement marocain dans la Silicon Valley, à Palo Alto. Donc, Palo Alto, c'est le cœur même de la Silicon Valley. Ouais.
Et j'ai eu l'honneur d'être invité à cet événement donc j'ai pu rencontrer le ministre de l'investissement marocain avec qui j'ai échangé sur ces sujets. J'ai rencontré des personnalités très intéressantes, que ce soit des personnalités de Stanford, enfin des personnalités, des personnes qui ont étudié effectivement à Stanford et à Berkeley par exemple. Donc du coup, il y a un vivier de compétences qui nous transmettent aussi une certaine énergie, des idées qui viennent aussi d'une certaine manière nous donner leur avis sur le projet. Et puis voilà quoi. Ouais. Ah, comme quoi le royaume du Maroc n'a pas oublié le grand entrepreneur que tu es. C'est ça, c'est exactement ça. Donc du coup, non, je pense que j'ai toujours la chance d'avoir, entre guillemets, tout un pays derrière moi qui m'encourage, qui m'aide beaucoup, clairement. Aujourd'hui, Ça fait vraiment, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir que ton pays d'origine est derrière toi et te soutient. C'est une motivation. Hein. Exactement, tout à fait. Mais comment tu as fait pour trouver ce VCs? Parce que si demain, moi, je crée mon entreprise, ma startup, et que je veux aussi bénéficier de l'investissement d'un VCs, comment est-ce que je m'y prends? Alors, de la manière la plus classique qui soit, c'est-à-dire que moi, quand j'ai eu cette idée, on a formalisé cette idée à travers ce qu'on appelle un pitch deck. Un pitch deck, c'est un support numérique. On pourrait communément aussi appeler ça un PowerPoint, comme on dit, ou alors un slide. Une présentation. Tout à fait, une présentation de son projet, donc formalisée, qui permet de mettre en avant l'innovation en elle-même, de mettre aussi l'accent sur le caractère innovant de cette solution, et donc du coup qui vient détailler qui a conçu, pour quel public, comment, quel est le besoin. Donc c'est tous ces éléments qu'on retrouve en règle générale sur un pitch deck. Et à l'époque, j'avais envoyé ce pitch deck à, je pense, 150, 200 fonds d'investissement européens. 150 à peu près, ouais, entre 150 et 200. Et il s'avère que, alors j'ai pas eu des réponses concrètes, clairement, mais je pense que parmi ces mails, il y a un mail qui a atterri à San Francisco en transfert. Et du coup, c'est là-bas qu'ils ont pris le relais pour pouvoir prendre contact avec moi. Sauf que il s'est passé quasiment 7 mois entre le moment où j'ai envoyé mon mail et le moment où j'ai eu un retour. Ouais, waouh. Donc ça veut dire en background, il a dû se passer beaucoup de choses. Tout à fait. Et puis, personne en Europe n'a voulu de toi. Personne ne croyait clairement en ce projet, parce que pour eux, c'est pas forcément un sujet peut-être d'actualité, je sais pas, ou pour eux, ça répond peut-être pas aux besoins, ou voilà. Alors moi, j'en suis persuadé, ça c'est une évidence. Et aux États-Unis, pareil, à San Francisco, ils en sont aussi persuadés, sauf que ici, ça l'est beaucoup moins. Après, bon, c'est toujours que la Silicon Valley, elle a toujours un peu d'avance sur... toujours avant-gardiste. C'est ça. Donc, voilà, quoi. Et qu'est-ce qui t'a marqué lorsque tu es arrivé aux États-Unis? Est-ce que c'était ta première fois ou tu étais déjà allé avant? Je n'étais jamais allé aux États-Unis. Ça a dû être... C'est la première fois. Du coup, j'ai vu ça, tu sais, avec les yeux d'un enfant. C'est classique quand tu arrives à l'aéroport. Tout est grand là-bas. Tout est énorme. Tu réalises que même l'approche, l'approche n'est pas la même. Il y a une bienveillance qui est énorme de l'aéroport, parce que je pense que l'accueil, on le ressent tout de suite à l'aéroport avec le personnel qu'on rencontre assez souvent. Mais comment dire, ouais, je sais pas, en fait, il y a tout un mindset qui est totalement à l'opposé de ce qu'on a pu voir. Ils sont dans l'action là-bas. Ils sont dans l'entrepreneuriat. Ils sont dans l'entrepreneuriat, l'action, mais bien en avant. Bien au-delà de l'entrepreneuriat, ne serait-ce que l'aspect social, les échanges clairement humains aujourd'hui, l'interaction qui pourrait y avoir là-bas, l'interaction sociale, l'interaction humaine aussi, parce que quand demain tu as une personne qui est là sans abri, il y a une empathie qui est tout autre de ce qu'on pourrait voir nous habituellement. Mais j'ai une anecdote par rapport à ça qui m'a incroyablement surpris. Ah ouais, dis-moi. Ouais. J'ai été surpris j'étais au Starbucks, en fait, clairement. Je prenais mon petit déjeuner tous les matins au Starbucks. Non pas parce que j'aime bien le Starbucks, je suis pas un habitué du Starbucks, mais là-bas, je sais pas, là, il y avait une perception de la vie qui était complètement différente et j'avais le temps, il y avait le soleil,
Et c'est vrai que quand je prenais mon petit déjeuner là-bas, bah, la personne qui préparait mon cappuccino, je me souviens qu'elle le préparait en dansant, en fait. Tu vois, le mec, en fait, ils ont un rapport qui est tellement, ils ont un rapport au statut social et au travail qui est tellement fort qu'ils vivent pleinement le job. Là-bas, le job, c'est pas une tâche, c'est pas une corvée. Ouais. Eux, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen d'extérioriser aussi leur identité culturelle, ethnique et autres. En fait, j'étais surpris d'être dans un Starbucks où il y avait une diversité sociale qui était juste énorme. Ouais. Et le mec qui danse en préparant mon cappuccino, café. je me dis waouh, on est vraiment dans un autre monde. Et je vois tout le monde sourire et c'est là où je me suis dit bon, je trouve que c'est intéressant. Il y a un truc, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc dans ce pays que je voulais absolument explorer. Et voilà, et aujourd'hui, effectivement, ça arrive à travers effectivement cette petite expérience. D'abord humaine, mais par la suite qui va être professionnelle et qui va naturellement s'étendre sur l'intégralité du territoire. Et du coup, le fait d'être là-bas, ça doit te donner encore d'autres idées, ça doit encore plus te motiver à entreprendre. Vu qu'on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, toi, étant là-bas, tu devais être entouré d'entrepreneurs incroyables. Bah, c'est ça, il y a eu, je pense que le fait d'être entouré d'entrepreneurs qui étaient bienveillants, il y a eu des salariés, enfin, il y a eu du salarié aussi, des salariés. des salariés qui travaillaient dans des gigatech qui m'ont aussi apporté leur vision en fait de mon application, de son idée, du caractère innovant aussi de cette application. Mais au-delà de tout ça, ouais, non, ce qui est surtout venu à mon esprit, c'est que je sais pas, il y a une clairvoyance là-bas que t'as qui paraît évidente qu'on n'a pas forcément ici. Tu vois, tu as une clairvoyance, une forme de clairvoyance là-bas où tu te dis, bah, tout est facile en fait. Donc, si. Et tu sais, là-bas, il y a un truc, il y a un terme qui revient toujours, c'est for sure. Ou for sure, ou of course, of course, of course. En fait, il y a le of course qui vient tout le temps, tout le temps. Dans Bien tout sûr. ce que tu dis, c'est évident. En fait, ils te disent, oui, bien sûr, mais Bien oui, sûr. mais oui. Et bien sûr, tout de suite, tu vois, il y a et en fait, cette notion de service que nous, on n'a pas forcément. Où nous, il y a toujours un besoin entre guillemets, de polémiquer Ouais. autour d'un sujet, ouais, mais comme ci ou comme ça, ou comme... parce que nous, on veut toujours la perfection. Tu sais, la culture un peu francophone, comme je t'expliquais, elle est toujours un peu complexe. Mais là-bas, c'est, ouais, on commence, ok. Et même si c'est pas bon, Voilà, même si c'est pas bon, c'est pas grave, on recommence et on refait jusqu'à trouver la bonne combinaison, clairement. ils n'ont pas ce problème avec l'échec qu'on a en France. Parce que ici, en France, dès que tu entreprends un truc et que tu te loupes, on va te dire, ah oui, je t'avais dit ça. que ça allait pas le faire. Ouais, c'est ça. C'est Tandis que exactement là-bas, ça doit être différent. Je pense qu'ils t'encouragent à recommencer et puis... bah, là-bas, ils t'encouragent et ils t'encouragent, bien sûr, et il y a même des proverbes et des citations qui viennent corroborer, confirmer ce qu'on se dit là. Là-bas, ils disent fake it till you make it. Fake it, ça veut dire ce que ça veut dire. Ici, c'est impossible. Ici, tu peux pas dire à quelqu'un fais, entre guillemets, ce qui te paraît bien pour l'instant, même si, entre guillemets, ce que tu penses c'est faux ou c'est pas, ou t'es hors standard, parce que dans cette insouciance, dans cette ignorance, il y a une richesse que eux, ils arrivent à déceler. Tu sais, il y a des exemples où il y a eu des success stories qui sont nés grâce à une erreur. Une erreur technique, une erreur de combinaison. Tu sais, si je prends quelque chose qui fait référence à la région ici, bêtises de Cambrai. Il y a un bonbon, aujourd'hui, il y a une friandise qu'on appelle les bêtises de Cambrai. L'histoire, elle est incroyable. En fait, c'est le bonbon dans cette... je pense que c'était... on parle effectivement d'une expérience, alors je ne sais pas si elle est véridique ou pas, mais moi, on me l'a confirmé effectivement dans Cambrésis, où on me dit que dans cette usine, effectivement, ils faisaient des productions de bonbons, de confiserie classiques, et il s'avère qu'un des stagiaires à qui on avait remis la recette pour qu'il puisse prendre le relais, s'était loupé. Il s'était loupé. Et en se loupant, il avait créé effectivement ce qu'on appelle un bonbon qui visiblement a fait fureur par la suite, parce que les gens, ils voulaient absolument cette composition. Et ils ont dû rappeler celui qu'ils ont viré pour lui dire, bah maintenant, ta connerie, bah, tu l'as refait, parce que visiblement, on a un succès avec ta connerie. Et c'est comme ça qu'on appelle ça les bêtises de Cambrai. Sauf que ici, c'est exceptionnel. Aux États-Unis, ça ne l'est pas. Aux États-Unis, ce qui les enrichit, ça va être ton insouciance, ça va être ta spontanéité, ça va être ta clairvoyance, mais avec ta fraîcheur. Qu'ici, eh ben, ta fraîcheur, elle part, parce que tu n'as pas commencé ton projet avant au moins une bonne année, quand tu écoutes tout le monde, et au final, après un an, tu t'es refroidi,
tes idées, elles sont plus là. Ouais. On va dire, comment dire, toute cette effervescence, eh ben, elle s'est estompée. Et c'est ce qui fait malheureusement que tu perds aussi le charme de cette spontanéité, et de cette originalité, cette singularité. Ouais, il y a cette citation même qui dit que le meilleur moyen de ne pas se lancer, c'est de demander à tout le monde son avis. C'est ça. Ouais. Et généralement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les premières avis que tu auras, tu vas te planter. Pourquoi tu te prends la tête? Tu as déjà une situation, tu gagnes déjà autant, et ceci et cela. Se conforter dans sa situation moyenne. C'est ça. Ouais. Et au final, l'échec, c'est vraiment la meilleure source d'apprentissage. Ouais. Et toi, tu te vois vivre aux États-Unis? Ouais, franchement, ouais. Ou tu dois plus faire des navettes entre la France? Mais est-ce que tu dois bien rester là-bas à long terme? Alors, à terme, je me vois, alors y vivre définitivement, je sais pas, parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Ouais. J'étais au Maroc, je me suis retrouvé à travailler pour des clients dans le 8e. Ça se trouve, demain, tu seras en Chine. C'est ça, donc, mais en tout cas, ouais, effectivement, je me vois bien vivre pas mal d'années, quelques années là-bas. Surtout que, bon, on est vraiment dans un, je sais pas, j'ai le sentiment, en tout cas, d'être dans un environnement qui me correspond beaucoup plus. Et sans indiscrétion, cette offre des VCs, elle se situerait, si tu devrais donner une fourchette, dans des dizaines de milliers, centaines de milliers, voire Non, des millions. on dépasse le million. Ok. Ouais, on dépasse le million d'euros. Alors, je peux pas parler effectivement du montant bien précis, mais on dépasse le million d'euros. Le million de dollars, pardon. Et sachant que derrière, effectivement, par rapport à ce qu'on m'a proposé, on m'a clairement expliqué que je pouvais prétendre à plus. Donc, on m'a clairement... C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a beaucoup de bienveillance là-bas aussi, parce qu'on n'est pas tout de suite dans le « Ah, prends-le, sécurité. Non, non, là-bas, ils te disent « Non, non, mais c'est pas grave, continue. » Parce que tu peux mieux, enfin, entre guillemets, tu peux mieux faire, quoi. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises et par différents experts. Hâte de voir le lancement cette fin d'année. Ça se fera à Palo Alto? Pas Palo Alto, à San Diego, très précisément. San Diego, parce qu'on est à la frontière mexicaine et que on aimerait, dans un premier temps, cibler les métiers du droit. Donc, tous les avocats qui militent pour les droits à l'immigration, enfin... des accès aux droits pour les minorités. Ouais, tout ce qui est en lien avec la justice. C'est ça, exactement. Et l'idée, c'est vraiment d'officialiser le lancement de Nitro à travers la diffusion même de l'application, de ses atouts, de faire des démonstrations là-bas. Puis voilà. D'ici 5 ans, où est-ce que tu vois Nitro? D'ici 5 ans Hors des États-Unis, peut-être? Est-ce que tu penses avoir déjà conquis toutes les... Moi, je verrais bien Nitro d'ici 5 ans. Alors, d'ici 5 ans, on aura déjà, normalement, entre guillemets, conquis une bonne partie de l'Europe occidentale. On aura une présence assez significative aux États-Unis. Bon, États-Unis et Amérique du Nord, si j'inclus. Certainement l'Amérique latine, parce qu'on est face à... Juste à côté. Voilà, on est... Mais effectivement, explorer le marché asiatique aussi serait pour moi une forme d'aventure qui pourrait être extrêmement stimulante. Ouais. Penses-tu que ta startup a tout pour devenir une licorne? En tout cas, alors on a la volonté. ça c'est certain. Ouais. Maintenant, est-ce que les moyens aujourd'hui vont dépendre des personnes qui croient clairement en Nitro. Et aujourd'hui, de toute façon, les licornes, elles se sont créées et constituées grâce à entre guillemets, à des stratégies d'investissement. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a investi beaucoup qu'on a pu valoriser de beaucoup. Mais encore une fois, pour valoriser de beaucoup, c'est une histoire de networking, connaître peut-être les bons VCs, entrer en contact avec les bonnes banques d'investissement qui ont accompagné des géants déjà, qui ont déjà l'habitude, entre guillemets, du process classique traditionnel. Donc, ouais, je pense, franchement, je suis quelqu'un de très ambitieux dans la vie, donc j'ai pas de difficulté à croire que Nitro pourrait être dans les 5 voire 10 prochaines années la prochaine licorne française, qui pourra rayonner effectivement à l'international. Et qu'est-ce qui te permet d'avoir toujours cette âme d'entrepreneur? Est-ce que tu lis régulièrement sur ce sujet? Tu regardes des vidéos? Comment tu fais pour maintenir cette flamme
entrepreneurial qui sommeille au fond de toi? Alors d'abord, moi, je suis très très orienté documentaire. C'est-à-dire que moi, les documentaires, c'est ce qui m'anime. Les Du documentaires type sur- Arte? pas spécialement Arte, on va dire plutôt Netflix aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était effectivement Arte. Mais j'aime beaucoup associer comment dire, des faits divers avec un contexte historique. En me disant, il y a eu ça en telle année parce qu'il y a eu ça. Il y a eu cette problématique aux États-Unis parce qu'il y avait une période de prohibition. Il y a eu ça. Donc, il faut toujours essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et quand on essaie de faire le lien entre un fait divers, le fait divers, il va toujours être la résultante d'un contexte, Ouais. clairement. Et en fait, La loi de cause à effet. c'est ça. Et en fait, c'est ce qui fait que je me suis peu à peu intéressé, effectivement, d'abord au mouvement économique, social et tout qu'il y a eu sur cette terre, sur le dernier siècle. Et au-delà de tout ça, il y a aussi effectivement cette composante entrepreneuriale qui, visiblement, elle fait aussi partie de l'histoire, clairement. À chaque fois, on nous a dit, bah tiens, la sortie des premiers PC, la sortie. Donc, quand on regarde, quand on parle de la sortie du numérique et du digital et de l'informatique, IBM en l'occurrence, bah, on se dit IBM ou Hewlett-Packard, HP, Ouais. bah, ils ont commencé dans un garage et tout. Donc, ça a permis effectivement enfin, ça a permis au monde de se connecter. Mais tout ça, ça sort effectivement d'une expérience à la base entrepreneuriale. Mm. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a d'abord il y a le côté documentaire et j'essaie en tout cas de me tenir informé de tout ce qui se passe. Je lis aussi beaucoup parce que j'aime beaucoup la lecture. Je suis en moyenne à 1 ou 2 livres par mois, en moyenne. C'est un rythme effréné, là. Bah, disons que c'est un rythme qui me permet, moi, de rester, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'entretenir cette flamme, parce qu'on on en apprend tout le temps, en fait. Et à côté de ça, il y a aussi peut-être l'entourage, parce que que ce soit des amis ou un entourage, on va dire, un peu plus proche, pourrait être face à ces types de problématiques. Parfois, tu réponds à certaines problématiques qu'eux-mêmes rencontrent. Donc, du coup, c'est ce qui permet d'entretenir un petit peu cette appétence et ce désir de toujours vouloir s'intéresser, de se renseigner, de s'informer. Ok. Si tu devrais citer 3 bouquins pour quelqu'un qui débute dans la lecture et qui souhaite aussi mettre en place ses projets. Alors, il y a un livre que j'ai lu dernièrement qui s'appelle Kayak, mon amour. Alors ça, c'est un livre de... alors, l'auteur, c'est Habib... Je vais me faire gronder parce que non, je l'ai oublié. Ah, mais c'est pas grave. Je mettrai en référence effectivement dans cette vidéo là. C'est un livre qui relate un petit peu le parcours d'un entrepreneur lillois dans le domaine de la communication, très intéressant, où il fait référence effectivement à pas mal à un parcours qui était parsemé d'embûches, comme on les connaît tous. Donc il y a déjà ce livre. Ensuite, il y a un livre qui fait... il y a un livre d'un ami à moi au Maroc qui entreprend dans le domaine. En fait, c'est un leader dans le domaine de l'hébergement, un peu comme on va parler tout à l'heure ici OVH. OVH. Donc en fait, lui, c'est le OVH du Maroc, en fait, clairement. Ok. Enfin, je dis OVH pour Roubaix, mais OVH, ils sont beaucoup plus étendus que Roubaix. Ils sont aussi à San Francisco. Échelle mondiale. Voilà, ils sont à l'échelle mondiale. Et lui, il est essentiellement concentré dans le royaume. J'ai lu un livre à lui qui avait été écrit en anglais, donc il y a quelques mois, qui était très très intéressant, où il y a une compréhension qui est complètement différente en fait. Et le troisième livre que je pourrais aujourd'hui conseiller, que j'ai lu, euh, serait Jason Fried. Jason Fried, c'est un livre qui parle du full remote, par exemple, de la culture même du full remote. Et c'est quoi le livre? Full remote, c'est le travail à distance, en fait. Ok. Mais le télétravail, ici, il est arrivé en période de Covid, enfin post-Covid, mais aux États-Unis, c'est IBM, le précurseur du full remote, en 2013 d'ailleurs. Hmm. Et la problématique, ce qui est bien, c'est que dans ce livre, il traite de la problématique des fuseaux horaires. Parce que c'est les premiers à donner la possibilité à leurs employés d'aller vivre en Australie et de travailler pour l'entreprise. Voilà. Ah ouais, Donc, il y en a qui faisaient du surf là-bas, ils revenaient y travailler. Donc, ce qui est bien dans ce livre, c'est ils mettent en perspective l'organisation nécessaire et le management qui est nécessaire pour pouvoir justement aligner les fuseaux horaires. En se disant,
on a la possibilité de coïncider 2 heures avec l'Australie, on les coïncide et on s'organise ainsi. Et il n'y a jamais eu ce « ouais, mais non, chacun revient ». Non, ils sont restés, ils se sont dit « on a pris cette décision en 2013, on continue dessus ». Qu'aujourd'hui, par rapport au télétravail, comme c'est pas une culture qui est francophone, on en revient. Et là, ils sont en train de repenser le télétravail en se disant, non, maintenant tout le monde revient dans les bureaux parce que là, c'est problématique. Alors qu'aux États-Unis, aux États-Unis, ça s'est répandu, non? Ça s'est répandu et visiblement, ils le vivent très très bien parce que je pense que c'était full remote. Ils en avaient déjà entendu parler bien avant les périodes entre guillemets de Covid, de pandémie. Ouais. Pour toi, quels sont les secteurs porteurs pour un jeune qui est dans la vingtaine ou qui vient d'avoir sa majorité? Pour toi, à quoi est-ce qu'il devrait s'intéresser? Quels sont les secteurs porteurs d'avenir là en ce moment? Alors, pour moi, le premier secteur, ça va être le digital, parce que dans le digital, on regroupe quand même pas mal de métiers. On a les métiers liés à l'informatique, les applications, les SaaS, les logiciels, les outils. Mais on a l'image aussi. L'image aujourd'hui, elle émane du digital. Aujourd'hui, on voit bien que le digital, il prend le pas sur les médias, sur le canal d'information classique, la télévision. Aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup plus au contenu, au micro-contenu qu'on pourrait retrouver sur un téléphone qu'à une télévision. Et donc déjà, effectivement, tous les métiers qui tournent autour du digital, c'est quand même extrêmement bénéfique. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Et aussi essayer de travailler les présentations, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on dit dans un projet, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Et en fait, c'est la forme qui vend le fond. Beaucoup pensent que le fond suffit à vendre la forme, mais pas vraiment, en fait. C'est pour ça que, en fait, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais si, moi je dis toujours que l'habit fait le moine, en fait. C'est par l'habit qu'on reconnaît le moine, quand même. C'est ça. Tout à fait. Et celui qui te dira non, mais de toute façon, on veut juste voir la solution ou le produit, on s'en fout de ce qu'il y a autour, tu remarqueras toujours que quand tu lui montres ce que tu as fait en première ébauche, il te dira toujours ah ouais, mais tu aurais pu rajouter ça, tu aurais pu faire ça, tu aurais pu. Donc finalement, on revient à la forme. On en revient à la forme. Ouais. Ce qui était visiblement pas super important initialement. Ouais. Et l'intelligence artificielle aussi, peut-être, non? Aujourd'hui, ouais, il y a quand même toute une effervescence autour de l'intelligence artificielle depuis quelques années maintenant. Qu'est-ce que tu dirais aux réfractaires, à tous ceux qui sont réfractaires à l'intelligence artificielle? Parce que je pense que toi, c'est un sujet qui revient assez souvent. Qui t'intéresse particulièrement, non? Alors moi, ce que je leur dirais, c'est qu'effectivement, alors l'intelligence artificielle, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'au niveau de son usage, on doit essayer d'en extraire l'essentiel, clairement, à bon escient. Mais aujourd'hui, cet exemple-là, on peut effectivement l'utiliser et le retranscrire sur d'autres types d'applications. Demain, si je te dis les écrans, c'est pas bon pour les yeux, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. Il faut pas en abuser. Ouais. Et la modération dans l'utilisation même et l'exploitation de l'intelligence artificielle, elle va être exactement la même que le risque que tu as toi de t'exposer au Wi-Fi par rapport aux ondes électromagnétiques et autres. Donc je pense que à toute nouvelle technologie, à toute nouvelle innovation, il y a toujours malheureusement des aléas qu'il faut intégrer à cet usage, clairement. Ouais. L'abus de tout est nuisible. C'est exactement ça. On dit toujours use de tout, mais n'abuse de rien. C'est pareil pour l'IA. Ok. Et est-ce que tu te vois retourner entreprendre en Afrique? Franchement, ouais. Honnêtement, ouais. Alors je me vois, alors peut-être pas entreprendre, mais investir peut-être, mais finir ma vie là-bas, ouais. Alors investir, j'aimerais bien investir, mais de façon passive. C'est-à-dire que je serais peut-être, je sais pas, j'accompagnerais peut-être, ou j'essaierais d'aider ou d'apporter ma contribution dans un secteur bien précis. Mais de là à entreprendre activement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, mais tu as eu ta dose là. Non, disons que c'est surtout que, en fait, quand tu as entrepris dans un pays, tu as aussi envie de voir les autres. En fait, tu as tellement été enrichi par ce pays que tu te dis, je peux pas délaisser les autres pays. Parce que peut-être que ce que m'a apporté ce pays représente 30% de ce que m'apporterait ce pays ou autre. Donc, je pense qu'il faut toujours explorer toutes les possibilités qui s'offrent à nous, clairement. Ouais.
Et il faut surtout pas se limiter. Et je pense qu'à un moment donné, dès là, je pense que quand on est entrepreneur, déjà, on peut pas être conservateur ou alors, entre guillemets, nationaliste en se disant, bah non, j'investis qu'ici, je vais pas. Ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on prend l'exemple il y a un homme d'affaires qui me fascine beaucoup, qui s'appelle Ali Dangote. Qui est, Aliko Dangote, ouais, les Nigérians. ouais, qui m'impressionne. Alors, il m'impressionne, lui, pourquoi? Parce qu'il a déjà, il a une facilité et une certaine aisance à pouvoir expliquer tout ce qu'il a pu entreprendre et comment il entreprend. Mhm. Mais il l'entreprend avec facilité. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va être extrêmement complexe dans ses explications et autres. Mais au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui s'est ouvert à plusieurs pays. Ouais. Il va pas développer. Il s'est pas cantonné au Nigeria, il va un peu partout C'est ça. où le vent le mène. C'est exactement ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il culmine à 20 milliards. Je crois que j'ai vu dernièrement un classement 20 milliards de dollars. Ouais, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Mais c'est l'afro le plus riche du monde, en fait. Ouais. Carrément. Parce que nous, on dit d'Afrique. Mais quand tu prends effectivement les afros fortunés aux États-Unis, bah, souvent on parle beaucoup de l'industrie musicale avec les 1, 2, 3 milliards. Mais honnêtement, quand tu vois qu'un homme d'affaires, il a fait 20 milliards en Afrique, avec bah, naturellement tout, entre guillemets, les contraintes qu'on rencontre là-bas qu'on ne pourrait pas rencontrer ailleurs, C'est incroyable. c'est incroyable. Mhm. Ouais. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et est-ce que tu as fait d'autres pays africains? J'ai jamais eu la chance de faire un autre pays africain. J'ai exporté. Alors, mes produits ont fait les pays africains, mais moi, je n'ai jamais eu la chance, effectivement, Mais j'aimerais bien faire un petit un road trip. Alors, 54 pays, c'est pas facile de pouvoir les C'est parcourir. faisable. C'est faisable. Mais je pense que si je veux faire les 54 pays, je me dois au moins de me prendre deux ans de congé, enfin, deux ans, pardon, de congé sabbatique, de manière à pouvoir explorer tous les horizons, tous les paysages, et voilà. Pour toi, quels sont les secteurs porteurs en Afrique? Les secteurs dans lesquels on devrait investir ou entreprendre? Alors, moi, je pense que, un peu comme ce qu'on entreprend ici, hein, dans le monde occidental, je pense que l'intelligence artificielle, elle arrive pareil, hein, elle arrive à vitesse grand V. Donc, c'est un sujet qui me semble très intéressant, qu'il faut peut-être creuser. Ne serait-ce que pour faciliter déjà, entre guillemets, certains points clés des administrations et des aspects assez énergivores et puis chronophages, quelque part, des process qu'on a habituellement. Et puis voilà, après, je pense que tout est encore explorable en Afrique, hein. Demain, si tu sors une paire de baskets qui a un côté cool, qui a été portée par X célébrité, une personnalité. J'ai une anecdote par rapport à ça. En fait, ça me fait penser à une anecdote très très folle. En fait, tu as une petite start-up qui commercialise des maillots de bain. Ok. En Afrique? Aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, il me semble. Ou je crois qu'elle est européenne ou occidentale. Occidentale. Ouais, Europe ou États-Unis, c'était un des deux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'anecdote, elle est très très puissante parce qu'ils ont envoyé un jeu de maillot de bain à, je crois que c'était Kendall Jenner, il me semble. Bref, dans la famille Kardashian, je crois que c'est Kendall ou voilà. Et ils ont envoyé un maillot de bain en lui disant, on te l'offre. On aimerait que tu le portes pour qu'on puisse effectivement placement au produit. La première fois, elle a refusé ce maillot de bain en disant non, ça m'intéresse pas de la renvoyer. Et là, c'est là où tu vois que la créativité, justement, elle arrive à son paroxysme parce que par moment, quand tu es dans la difficulté, il faut trouver une solution. Eux, ils ont réussi effectivement à entrer en contact avec l'entourage de Kendall Pour pouvoir la joindre au final. Et en fait, ils ont envoyé des tas de maillots de bain à l'entourage, sauf elle. Ça fait qu'un jour, quand ils ont fait une pool party, ils ont tous mis le maillot de bain, sauf elle. Elle, furieuse, elle leur envoie un mail en disant « Je veux le maillot de bain, c'est inadmissible que vous puissiez envoyer ces maillots de bain à mes copines. Moi, je suis plus connu que ces copines. » Donc, du coup, ils ont envoyé le maillot de bain et ils ont pu avoir effectivement des clichés. C'est pour te dire que parfois, pour faire un placement, il faut payer. Tu vois. Et là, ils ont créé le besoin. Tu vois. Et en fait, je reprends effectivement cette petite anecdote pour te dire que si on prend l'exemple des baskets en Afrique,
Demain, si tu crées une paire de baskets que Usain Bolt va pouvoir porter, ça y est, tu fais de cette paire de baskets une paire qui va être hyper cool, qui va peut-être parler à un certain public. Et du coup, voilà. Je pense que tout est question de l'image que tu associes au produit ou au service que tu apportes Et, au public, au marché. et même le secteur de la mobilité dans lequel tu avais entrepris, je pense que c'est un secteur aussi très intéressant. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas au Maroc, mais chez nous, en Afrique subsaharienne, on fait face à un afflux massif d'embouteillages. Il y a de plus en plus d'embouteillages dans nos villes. Congestion urbaine. Ouais, congestion urbaine. Et du coup, si ça pouvait être réglé, ce serait un un gros plus pour la Ouais. Et société. c'est pour ça que du coup, ils travaillent beaucoup sur la politique, ce qu'on appelle la politique du last mile, c'est-à-dire la politique du dernier kilomètre. C'est justement pour désengorger les Les villes. villes. Parce qu'ils s'aperçoivent que parfois, tu as un gros camion 38 tonnes qui fait tout le tour pour un petit carton en livraison. Ils se disent, c'est pas possible. Ce camion, il doit plutôt effectivement ravitailler un point de distribution, on va dire, en dehors de la ville pour éviter les congestions urbaines. Et là, je sais qu'ils le mettent de plus en plus en application. En tout cas, depuis 2017, à l'époque, parce que j'avais une casquette, entre guillemets, consultant pour le ministère de l'Environnement, de par l'expérience que j'avais en tant qu'entrepreneur. Donc, Ok. on avait aussi conféré, entre guillemets, une casquette de consultant. Et j'intervenais beaucoup sur certains sujets liés à la mobilité urbaine, la politique du last mile. Donc, à l'époque, j'avais pu être intervenant dans différentes conférences à Tanger, à Marrakech, un peu partout. Donc, du coup, en plus de cette expérience entrepreneuriale, j'ai pu aussi bénéficier entre guillemets, d'une légitimité, d'un statut pour pouvoir intervenir dans le sujet de la mobilité douce. Et qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont peur de rentrer investir en Afrique? Ces personnes qui, comme toi, sont nées en France, en Europe ou aux États-Unis, mais qui ont peur de rentrer investir en Afrique, qui se disent que voilà, c'est pas assez développé, il y a trop de contraintes, ils vont avoir trop de bâtons dans les roues. Qu'est-ce que tu leur dirais, toi qui es rentré, qui a mis en place une entreprise? D'abord, moi, je leur dirais de pas trop mettre le focus sur l'aspect développement ou infrastructure, ou parce que souvent on te dit, les routes, elles sont pas. Si demain tu veux vendre des bonbons enfin, je sais pas, si tu veux mettre en place une brasserie ou autre, c'est pas l'état des routes qui va venir te freiner dans ton développement, dans ta marque, Donc déjà, effectivement, je pense qu'il y a des barrières et des croyances limitantes, ce qu'on appelle des croyances limitantes avec lesquelles nous vivons au quotidien. Déjà, c'est de ne pas associer les infrastructures et entre guillemets, le PIB et le niveau de vie du pays à ce que toi, tu envisages de développer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a toujours des acheteurs pour tes produits, que ce soit un produit ou un service. Sache qu'il y a toujours un acheteur derrière, que tu sois effectivement au Maroc, à Abidjan, à Lomé, à Johannesburg, où tu veux, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir être intéressé par ton produit. Et sache que s'il veut l'acheter, il l'achètera, ton produit. Ça, c'est déjà une première des choses. Deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est, l'écosystème dans lequel tu es fait que naturellement, tu n'as pas le choix que de réussir. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, l'échec n'est même pas une option. Parce que tu me dis, je ne suis pas venu à 3000 km de chez moi Pour échouer. Et je ne vais pas passer mon temps à regarder à droite à gauche ou aller faire la fête ou autre. Donc je pense que c'est même un facteur supplémentaire que tu n'as pas ici. Ici, tu as toujours ce confort où tu te dis, je ne suis pas très loin de ma mère, je ne suis pas très loin de telle ou telle chose. Donc du coup, j'ai un peu... voilà, si effectivement je veux me reposer, je veux me reposer, je peux. Sauf que là-bas, tu arrives dans un contexte où tu dis non, ici c'est la guerre, là je viens pour réussir et j'ai pas que ça à faire, je vais pas passer mon temps à sortir, je viens pour réussir. Donc je pense que quand on est déjà éloigné, entre guillemets, de son origine, enfin de son environnement d'origine, on a déjà peut-être certaines facultés à pouvoir réussir parce qu'on les fait différemment, on s'investit différemment. Tu vas directement à l'essentiel sans te préoccuper des différentes futilités qui peuvent être les amusements. Tout à fait, exactement. Ok, très intéressant. Et ce podcast, il touche presque à sa fin. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu dirais quel message tu ferais passer à un jeune qui souhaite entreprendre, mais qui n'est pas totalement sûr de lui, ne sait pas si c'est forcément la bonne voie à suivre? Je lui dirais,
fake it till you make it. Et en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut pas. En fait, le modèle économique idéal n'existe pas. Et peut-être que c'est à travers effectivement cette irrégularité dans la création, dans le process de création, que tu vas peut-être créer quelque chose d'énorme. Il suffit entre guillemets, d'un petit défaut de parcours dans ton parcours initial pour que tu puisses te dire, ah ok, il y a peut-être un potentiel si je fais ça, mais si je le fais comme ça, ah peut-être que si je le fais comme ça permettrait finalement, je peux cibler tel type de client qu'à la base, je l'avais peut-être même pas vu finalement. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi qui sont à prendre en compte dans l'irrégularité même d'un projet. Parce que nous, on regarde tout de suite la partie régulière, il faut que ce soit bien carré, bien aligné, bien truc, bien... Non, parfois, je pense qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Et puis c'est dans l'erreur que tu apprends, mais c'est aussi dans l'erreur que tu peux aussi parfois déceler certaines opportunités, des micro-opportunités, mais parfois, elles font toute la différence, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Brahim. C'est moi qui te remercie. Ça fait un plaisir de te compter parmi nous sur ce podcast. Et on se dit à très bientôt. Merci beaucoup, Rachid. À très bientôt.